Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous sommes sur les statistiques quantiques et on va parler un peu des fermions. Alors, rappelons que le spin d'une particule correspond à sa rotation sur elle-même comme une toupie. On l'appelle aussi moment angulaire. Cette grandeur en mécanique quantique est quantifiée. Donc elle prend des valeurs précises et on a des valeurs différentes pour différentes particules. On a ainsi des particules de spin 0, 1,5, 1, 3,5, etc. Donc des nombres demi-entiers. En fait, fois une quantité qui est la constante de Planck divisée par 2π, mais peu importe. Et les états quantiques que peuvent prendre ces particules, les états liés à leur rotation, sont également quantifiés. Ainsi, une particule de spin 0 ne peut avoir que l'état de rotation 0. Une particule de spin 1,5 peut avoir moins 1,5 et 1,5, ça correspond à une rotation dans un sens ou dans l'autre. 1, ça peut être 0, moins 1 ou 1, etc. Donc la différence, chaque fois par pas entier. Ce n'est pas capital pour nous ici, c'est pour information. Alors, les fermions sont les particules de spin demi-entier. Donc les fermions sont les particules avec ce spin-là ou celui-là, ou 5,5, etc. Et les fermions ont une particularité tout à fait spéciale. Ils ont la particularité de ne jamais être à deux fermions identiques, d'être dans le même état quantique. Ça n'arrive jamais. On ne peut pas avoir, par exemple, deux électrons au même endroit et autre grandeur décrivant l'état, donc avec un recouvrement de fonctions d'onde. Ils ne peuvent donc pas non plus avoir, dans ce cas-là, le même état de spin. Ceci dit, comme il y a deux valeurs possibles, on pourrait avoir deux électrons dans cette situation. Ce phénomène s'appelle le principe d'exclusion de Pauli. Il est particulièrement important, car il explique les propriétés chimiques des atomes. Et il fut compris, d'ailleurs avant même de comprendre toutes les subtilités et les complexités du spin, qui peuvent se démontrer à partir des propriétés liées aux rotations et ce qu'on appelle la théorie des groupes et des calculs parfois assez complexes, mais très clairs, très rigoureux. Il fallait un certain temps pour mettre ça en place, mais ce principe d'exclusion fut découvert assez tôt. Et il est important parce qu'il explique les propriétés chimiques. En effet, plus il y a d'électrons autour du noyau de l'atome, donc un atome c'est un noyau composé de protons et neutrons, avec des électrons autour. Et plus il y a d'électrons, et plus les électrons supplémentaires s'établissent dans des zones qui sont appelées des orbitales, c'est le nom qui est donné aux zones qu'elles occupent, puisque n'ayant pas position et vitesse précises, ce n'est pas des orbites au sens classique comme des planètes, donc on parle de zones et on les appelle des orbitales. Et ces zones sont de plus en plus éloignées du noyau. Pourquoi ? Parce que les places plus proches sont occupées par d'autres électrons et que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique. La répartition assez complexe des électrons donne alors aux atomes diverses propriétés lors de l'interaction par échange d'électrons, essentiellement les électrons les plus extérieurs, qui sont ceux en contact lors de la rencontre de deux atomes, ce qui donne alors leurs propriétés chimiques. C'est tout un domaine très intéressant, mais qui sort évidemment de le cadre de notre exposé. Notons que cette impossibilité d'avoir notre paire de fermions dans l'état, appelons-le 1,1, deux états identiques pour les deux fermions, cette impossibilité n'est pas due à quelque chose de physique qui l'empêcherait. Ce n'est pas une espèce d'interaction ou de force
qui repousseraient les fermions, qui les empêcheraient d'être dans les mêmes états quantiques. Rappelons que du fait du caractère indiscernable des particules quantiques, il n'y a pas d'individualité en soi, et lorsqu'elles sont proches, ou pratiquement dans le même état, ou pouvant être dans le même état, on doit considérer la paire de particules comme un tout. Et il se fait que si on donne la liste de tous les états quantiques possibles de cette paire, il n'y a pas d'état avec les deux fermions dans le même état quantique, A1 par exemple, on va l'appeler comme ça. Alors, cette étrange propriété des particules, des fermions, est liée à la relativité, aussi étonnant que ça paraisse, et donc à leur moment angulaire. C'est-à-dire, en termes quantiques, reliés à la relativité et au spin. Les particules de spin demi-entier sont des fermions, et celles de spin entier sont des bosons, comme nous avons vu. Ce résultat particulièrement élégant, très profond et très fascinant, est techniquement pas si difficile que ça, mais très mathématique, et la raison profonde qu'il y a là derrière semble assez difficile à vulgariser, ce qui est un peu dommage. En tout cas, difficile à décrire en termes simples. On peut raisonner par exemple sur le fait que les fermions ont une étrange propriété, à savoir que si on effectue une rotation de 360 degrés, donc on fait un tour complet, on remet tout dans l'état au départ, le signe plus ou moins de leur fonction d'onde, donc de leur amplitude de probabilité, le signe change. C'est une bizarrerie, mais ça ne suffit pas pour démontrer cette étrange propriété. Donc elle semble assez compliquée à expliquer. Peu importe, il suffit de savoir qu'elle existe. Et elle est très solide, parce que sans elle, il n'y aurait même pas d'atomes, pas de chimie, parce que les électrons s'entasseraient tous sur le noyau, attirés par la charge électrique du noyau. Alors, donnons une liste courte de quelques particules qui sont d'un type ou de l'autre, des particules plus ou moins importantes. D'abord, dans les bosons. Alors, on a les photons, qui sont les particules liées à la lumière, ou aux ondes radio, aux infrarouges, aux ultraviolets, aux rayons gamma, qui sont tous de même nature, mais avec des longueurs d'onde différentes. Ce sont tous des photons. On a aussi les mésons. Alors, pas maison comme la maison dans laquelle on habite, mais M-E-S-O-N. Les mésons sont des particules quelque peu exotiques. On ne les rencontre pas, évidemment, couramment, sinon vous le connaîtriez. On les rencontre en physique des particules, et elles jouent aussi un rôle important dans les interactions nucléaires au sein des noyaux des atomes, et donc en physique nucléaire. Un autre exemple, c'est les atomes. Donc, tout objet quantique, y compris un assemblage de particules comme un atome, les atomes d'hélium 4, c'est l'hélium, on va dire, le plus courant. On l'appelle 4 parce que son noyau est composé de 2 protons et 2 neutrons, donc 4. C'est un boson. Alors, dans les fermions, on a l'électron, les protons et neutrons, considérés seuls, en tant que tels. Et, par exemple, dans les atomes, on a l'hélium 3. Alors, l'hélium 3, c'est un isotope de l'hélium, même propriété chimique, mais il a un neutron de moins. Donc, son noyau, c'est 2 protons et 1 neutron, d'où le terme de 3. Il est plus léger et beaucoup plus rare. Dans la nature, on retrouve surtout de l'hélium 4. Voilà des exemples. Voilà, donc on sait comment se comportent maintenant les fermions. On en sait un peu plus. Alors, revenons
à nos dés, à notre statistique avec la paire de dés. On va ici considérer notre paire de dés comme des objets quantiques et comme des fermions. Donc on a des dés fermions. Puisqu'ils sont indiscernables et obéissent au principe d'exclusion, on n'aura pas d'état tel que 1-1. Et donc la liste se raccourcit encore. On va avoir 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, pas 2-1, il est là, pas 2-2, à cause du principe d'exclusion, mais 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, pas 3-3, mais 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 et enfin 5-6. Ce sont les différents états possibles. Il n'y en a plus que 15. Donc, pour les dés classiques, 36 états, pour les bosons, 21 états, et pour des fermions, 15 états possibles. La répartition statistique correspondante s'appelle la statistique de Fermi-Dirac. Un peu comme on avait Bose-Einstein. Ici, on devine aussi le nom. Fermi qui a donné son nom au fermion et Dirac qui a décrypté cette statistique qui en découle. Revenons au calcul des probabilités thermodynamiques. On avait vu le calcul de W dans le cas le plus général avec les W0, etc. Rappelez-vous. Et W0 correspond au nombre de façons de placer n particules dans des domaines de N1, N2, etc. particules. Nous avions vu ça. Mais puisque les particules quantiques sont indiscernables, peu importe quelle particule est mise dans quel domaine, c'est toujours la même chose. On ne peut pas les distinguer. Et donc, dans tous les cas, c'est le même état. Ce qui veut dire que l'on a tout simplement W0 égale I. Alors on avait vu que dans le cas classique, WI était GI exposant NI. Donc on a NI particules que l'on fait placer de toutes sortes de manières dans les GI cellules. Qu'en est-il ici? Cela revient un peu à côté comme pour nos dés. Donc on a aussi le cas des bosons, des fermions. Alors pour les bosons, on peut mettre a priori autant de particules que l'on veut dans chaque cellule. Mais peu importe quelles particules, puisqu'elles sont indiscernables. C'est un petit calcul combinatoire que je vous laisse faire si le cœur vous en dit, si vous aimez les maths. Pour des fermions, on ne peut mettre qu'une seule particule par cellule. Donc rappelons-nous comment on les avait dessinés. On a ceci. Pour les fermions, on peut par exemple avoir une particule ici, une là, mais pas deux. Une seule. Parce que sinon, elle serait, pour une cellule donnée, dans le même état quantique. Et ça, c'est impossible pour des fermions. Donc, la question revient à compter de combien de manières on peut choisir NI cellules parmi GI cellules disponibles. Notons qu'on doit forcément avoir pour des fermions GI supérieur ou égal à NI. Parce que comme on ne sait en mettre qu'une par cellule, si on en avait plus de particules, ce serait un peu embêtant. Ça a des limites sur les différentes répartitions en domaines. C'est toujours W0 égale 1, mais les possibilités sont plus restreintes au niveau macroscopique. À nouveau, c'est un petit calcul combinatoire. Combien peut-on faire de choix de ce genre et qui est assez simple en fait, et que je vous laisse faire si le cœur vous en dit. Voilà. Donc nous savons comment ça se comporte. Nous savons comment se comportent les objets classiques, comment se comportent les bosons, comment se comportent les fermions, bosons et fermions qui sont des objets quantiques, et nous savons comment ça impacte le calcul des probabilités thermodynamiques. Il reste maintenant à en voir les conséquences, et ça, nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.